Et sa maman a parlé un dialecte en fait africain, mais avec des mots «je t'aime, ma fille, je suis là», des choses que je ne pouvais absolument pas connaître. Mes enfants, je leur ai toujours dit que je ne vous surprenne jamais en train de jouer avec un verre, en train de faire du spiritisme. Parfois, je vais avoir besoin de photos, à d'autres moments, je ne vais pas en avoir besoin. C'était son bac de français. Donc ma fille me fait voir les textes qu'elle a eu à travailler sur l'année. Et donc je regarde les textes et je demande un petit coup de pouce. Est-ce que c'est possible qu'on me fasse voir le texte? Je rentre en communication avec un jeune homme, aussi clair que je vous entends vous. Je m'appelle Virginie Lefebvre, j'ai 43 ans et je suis médium. Alors, en quoi consiste votre métier? Mon métier médium est de communiquer avec les défunts. Alors, depuis quand pratiquez-vous votre activité et quel a été le déclic? Alors, depuis mai 2016, j'ai arrêté mon activité de policière municipale. Donc, je me consacre entièrement à la médiumnité depuis cette période. Quel a été le déclic? Alors, le déclic a été, j'ai arrêté une contrevenante pour un franchissement de feu rouge fixe. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma médiumnité, je dirais que je ne la vivais pas en tant que policière. C'était deux choses qui étaient totalement différentes. Et en ayant ces papiers d'identité dans la main, j'ai vu en fait qu'elle venait de perdre son mari. Je lui ai expliqué qu'elle était dangereuse pour elle, pour les autres automobilistes. Peut-être qu'il y a un élément qui l'a perturbée ce jour-là. Et cette femme me dit, Madame, je vais enterrer mon mari. J'enterre mon mari ce matin. Mon collègue me dit, Virginie, on la verbalise. Donc je lui dis, ça va pas, on va pas la verbaliser. Elle vient de perdre son mari, c'est hors de question. Et là, mon collègue me regarde droit dans les yeux et me dit, Virginie, tu as changé. Et ces paroles ont été extrêmement importantes en fait pour moi. Elles ont été, je dirais, un déclic. Et là, je l'ai regardée, je lui ai dit, oui, effectivement, j'ai changé. Et en rentrant, donc voilà, je dis à mon mari, voilà ce qui s'est passé. Et mon mari me dit, stop, stop, il faut en fait que tu arrêtes et te consacrer entièrement à la médiumnité. Est-ce que tout le monde peut développer un don de médiumnité? Comment? Alors, c'est ce que j'aime dire, on est tous plus ou moins médiums. Certains ont des dons beaucoup plus développés en fait que d'autres. Non, tout le monde ne peut pas être médium. Ça c'est certain. Alors, vous voyez, quand vous me posez la question comment développer, par le biais de formation, non, les formations, on vous promet monts et merveilles, pour 2500 € en 48 heures, vous allez être médium. Moi, j'y crois pas. Faire de la méditation, essayer effectivement de modifier un peu votre taux vibratoire, vos vibrations, mais on ne peut pas devenir médium du jour au lendemain, c'est pas possible. Moi, vous savez, je n'ai pas arrêté mon ancienne activité parce que j'en avais marre de la police. J'ai arrêté mon ancienne activité parce que ma médiumnité prenait plus d'ampleur en fait dans ma vie. Donc je dirais que ma médiumnité, à quoi bon l'utiliser pour aller régler un tapage, conflit de voisinage, enfin voilà, c'est pas vraiment l'idéal, enfin elle n'est pas nécessaire pour ça. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'en France, il y a un sérieux problème par rapport à la médiumnité. Aux États-Unis, les États-Unis vont travailler avec des médiums. En France, il y a effectivement beaucoup de charlatans, énormément. Regardez, on va reprendre l'histoire du petit Émile. Ce nombre de médiums, excusez-moi, mais qui était ridicule. Je l'entends hurler, j'entends, il est là. Enfin, à un moment donné, non, je trouve ça totalement ridicule. On ne peut pas effectivement tout mélanger, c'est pas possible. Mais la France aurait quand même besoin parfois de faire appel à des médiums. Moi, j'ai déjà eu le cas, une histoire qui a été très intéressante. Une femme qui me contacte, son fils était décédé. La mort ne correspondait pas. Elle en était certaine, ne correspondait pas à l'enquête, au résultat de l'enquête. Et l'enquête, donc j'ai communiqué avec son fils, il a donné ce garçon des informations précises sur ce qui s'était passé, mais sur la vie privée du gendarme. Eh bien écoutez, ça a permis quand même de rouvrir l'enquête. Les gendarmes avec des yeux en se disant « Mais madame, vous êtes folle, vous avez fait appel à une médium et vous êtes complètement folle ». Sauf que ce que le garçon a donné pour un des gendarmes en charge de l'enquête, il a dû avoir un déclic parce que du coup, il a quand même cherché un petit peu plus loin. Et donc, il y a eu des placements en garde à vue. Enfin voilà, il y a des choses qui ont quand même pu avancer. Mais après, vous savez, si vous êtes contacté, en tant que médium, ça va être de manière officieuse. C'est pas de manière officielle. La France a beaucoup de mal avec la médiumnité, en fait, et la police.
Alors, pouvez-vous nous expliquer certains mots liés à votre activité? Donc, médiumnité, contact avec les défunts. La clairvoyance va être un canal qu'on va utiliser en fait en médiumnité. Clairvoyance, donc ça va être les ressentis par le biais des flashs, ce que l'on va voir. Clairaudience, pareil, c'est un canal. Le fait que le défunt puisse vous transmettre des informations par le biais de l'audition. Alors, l'aura, c'est quoi? L'aura, c'est une couche énergétique que l'on va tous en fait avoir. C'est quoi une période de transe? Alors, pour moi, la transe n'a rien à voir en fait avec la médiumnité. Lorsque je suis en médiumnité, je ne suis pas en phase de transe. Mes consultants peuvent vous le dire. Selon vous, quels sont les plus gros clichés de votre profession? Alors, les plus gros clichés de la profession de médium, c'est souvent boule de cristal. Les gens, en fait, vont vous prendre pour la voyante de quartier, voilà, comme on va dire, celle qui va lire dans sa boule de cristal. Donc, vraiment, je dirais à ces personnes, faire la différence. Déjà, apprenez à faire la différence entre une voyante, une cartomancienne et une médium. C'est pas du tout, en fait, la même chose. La voyante, elle, va travailler avec un support, en fait, carte. Le médium, lui, va être en connexion avec les défunts. D'ailleurs, ça a été le cas, ça m'est arrivé un été, on part en vacances avec mon mari et dans ce club de vacances, une question, enfin moi je ne me verrais pas poser cette question aux gens, que faites-vous comme métier? Donc j'explique que je suis médium et là le couple se regarde tous les deux, mal à l'aise, suspicieux très certainement de quelque chose de négatif. Et là, vous voyez leur regard, pour une fois leur regard m'a un peu vexée. Et là, je me suis connectée. Et à côté de ce monsieur, je vois un homme pendu. Et donc, je lui pose la question en lui demandant qui est cet homme qui s'est pendu autour de vous. Et ce monsieur me dit mon frère vient de se pendre. Donc, vous voyez, je dirais qu'il a changé un peu sa vision des choses. Les gens, parfois, n'ont pas de connaissances, hein, comme je le dis, font pas la différence entre voyante et médium, font un amalgame, en fait, de tout ça. Comment distinguer un bon médium d'un charlatan? Bien écoutez, un bon médium ne va pas vous demander le nom de famille. Un bon médium ne va pas vous demander la photo du défunt en amont en fait de la séance. Vous voyez, envoyez-moi la photo 15 jours avant ou non, ça va pas, non. Un médium, il doit être en mesure, voilà, de vous dire, ok, il y a tel défunt, il y a ça, c'est important. Mais des charlatans, il y en a. Le charlatan, il va vous poser des questions. Vous avez perdu qui? D'accord, il est mort comment? Ok, d'accord. Le charlatan, il va aller dans le question-réponse, en fait. Ça grouille de charlatans. Il y en a à l'appel, en fait, des charlatans qui vont prendre des sommes astronomiques, en plus. Donc, il faut vraiment faire très, très attention. Donc, voilà, déjà, d'être vigilant. Pas de nom de famille, aucune information donnée en amont, en fait, avant une séance. Est-ce qu'il y a un gage de sérieux pour les médiums? Un label, par exemple, ou une reconnaissance officielle? Alors, moi, je vous dirais qu'il fut une époque où j'ai passé des tests dans ma médiumnité dans une association sur Paris. À l'époque, c'était l'UCIPES, en fait, hein, qui s'appelle aujourd'hui l'USF, l'Union Spirit francophone. Et pour moi, c'est une des plus vieilles, en fait, associations d'aide au deuil qui sont ouverts, qui vont intervenir des médiums pratiquement tous les jours. Moi, j'ai passé je ne saurais même plus, il y a plus de 10 ans, des tests en fait dans cet asso pour garantir en fait le sérieux des médiums qu'ils faisaient en fait intervenir. Donc c'était à mes débuts, donc ouais, il y a plus de 10 ans, c'était à mes débuts, et le stress en fait quand même total. Vous êtes là, vous êtes devant un jury qui vous regarde, vous avez les photos des défunts, mais pour moi, ça c'est un gage en fait de sérieux. Ouais, et c'est quelque chose qui m'avait fait plaisir quand ils m'ont rappelé en me disant ok, il n'y a pas de problème, vous pouvez intervenir au sein en fait de notre salle. C'est quand même une salle parisienne qui est reconnue, donc oui, ça c'est un gage de sérieux. Quel type de service proposez-vous à vos clients et dans quelle gamme de prix? Alors, gamme de prix, c'est une très très bonne question parce que vous avez tout en fait dans ce milieu. Vous avez des gens qui vont prendre des sommes astronomiques. Moi, je me situerais dans une gamme de 80 € en fait à peu près, 3/4 d'heure de séance en fait médiumnique. Voilà, pour tout vous dire. Quand vous venez en fait chez moi, vous venez pour communiquer avec vos défunts. Vous repartez avec cette sensation d'avoir dialogué avec vos défunts, d'avoir passé 3/4 d'heure avec celui ou celle que vous avez perdu. En fait, en médiumnité, donc le consultant va venir et les défunts vont être présents. Alors, certains défunts vont être ceux attendus par mon consultant, et parfois, malheureusement, ce sont d'autres défunts qui viennent, pas toujours ceux que l'on attend.
Ne rien attendre quand vous allez en médiumnité. Vous allez découvrir en médiumnité. Vous voyez, on ne sait jamais comment va se passer la séance. Qui va être là à l'instant T? On le sait qu'au moment de la consultation. Alors, vous avez écrit plusieurs livres concernant votre expérience. De quoi parle-t-il exactement? Quelle expérience avez-vous vécue afin de les écrire? Alors effectivement, j'ai écrit 3 livres, De flic à médium, Les secrets de l'âme, Il y a une vie après la mort, tous issus donc des éditions Michel Lafon. J'ai un coup de cœur sur le 3e, puisqu'il m'a fallu aller vivre toutes ces expériences qu'il y a à l'intérieur. Lors d'une de mes dédicaces, enfin de ma 3e dédicace, j'ai une dame qui me dit voilà, ma tante a perdu son fils, je lui prends votre 3e livre. Non, madame, prenez-lui mon 2nd livre, Les secrets de l'âme. Pour quelqu'un qui vient de vivre un deuil, Les secrets de l'âme, je dirais, va être l'idéal. Pour quelqu'un qui a envie de me découvrir, qui a envie de venir me consulter, qui se dit mais comment est-elle, qu'est-ce que je peux savoir d'elle, le premier va être parfait, il est un peu autobiographique. Le 3e va être plus pour un lecteur aguerri. Lisez le 2e avant de vous diriger vers le 3e. Souvenez-vous des premiers messages reçus de l'au-delà. Comment avez-vous réagi? Donc mon premier message a été avec Caroline, voilà, qui est décédée du sang contaminé, et donc j'avais 12 ans. Donc ça a été un message qui a été très fort, qui a été très poignant. Dans l'écriture, le même langage, le même discours, un vocabulaire d'une gamine de 12 ans en fait, comme moi à cette époque. Donc ça avait été vraiment quelque chose de passionnant. Sur chaque interview que je peux faire, je redonne son prénom. Peut-être au fond de moi l'espérance d'avoir un contact avec ses parents. Vous voyez, de me dire que dans les années 92, 90 même peut-être, j'aimerais beaucoup effectivement pouvoir entrer en lien avec eux. Ce serait passionnant même pour moi de recommuniquer en fait avec elle. Elle a été ma première, donc ce serait vraiment passionnant. Comment se déroule une séance? Alors, lorsque vous prenez rendez-vous chez un médium, vous ne donnez pas votre nom de famille. Vous donnez uniquement votre prénom. Vous n'envoyez pas de photos de défunt. Si un défunt doit se présenter, le défunt va se présenter à l'instant T. On ne prépare pas une séance en fait à l'avance. Vous voyez, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Tout va se faire à l'instant T. Mon consultant donc, va rentrer. Parfois, je vais avoir besoin de photos. À d'autres moments, je ne vais pas en avoir besoin. Tout dépend. Tout dépend du vivant. Tout dépend des défunts. Mais le vivant rentre en fait et ne dialogue pas. Vous voyez, je vais peut-être parfois paraître froide dans mes consultations, mais au prime abord, je ne vais pas être dans ce côté trop sympa. Bonjour, comment allez-vous? Pour pas que les gens se confient. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on rentre, bonjour madame, voilà, les gens vont s'asseoir et là, je vais rentrer en fait en communication. Je ne veux pas qu'il y ait ce temps de confidence. Vous voyez, parfois les gens ont tendance à, vous voyez, j'ai perdu ma mère, elle a fait un AVC, enfin, non, rien. Vous allez chez un médium, stop, vous ne dites rien. Après la séance, évidemment, vous pouvez parler de ce que vous avez vécu, mais pas avant une séance. Vous pouvez autrement vous faire arnaquer, donc faites attention. Comment communiquent les défunts? Alors, effectivement, le défunt va utiliser ce que je disais tout à l'heure, la clairaudience et la clairvoyance. Le défunt va utiliser les images, va utiliser également le toucher. C'est-à-dire que parfois, je vais avoir des douleurs au niveau de mon corps physique. Ces douleurs vont me permettre d'expliquer aux familles, voilà, votre défunt, il a eu une crise cardiaque. Parce qu'une fraction de seconde, je vais avoir cet impact au niveau de mon cœur. Un défunt qui a eu un accident, je vais le ressentir. Un défunt qui s'est suicidé, c'est pareil. Un défunt qui s'est pendu va tout de suite interagir au niveau de mes cervicales. Enfin voilà, c'est pas douloureux. La douleur que je vais avoir, je vais l'avoir, mais une fraction de seconde. Si j'arrive pas à comprendre qui s'est pendu, je vais avoir devant mes yeux l'image, par exemple, d'une corde ou d'une ceinture. Vous voyez, si j'arrive pas à comprendre par ce biais-là, ils vont utiliser en fait un autre de mes canaux. Alors, leur état, dans ce qu'ils font voir, ça dépend. Parce qu'on en a qui vont effectivement se montrer comme ils étaient avant leur mort, et d'autres, et ça c'est souvent les hommes, vont avoir envie de se montrer beaucoup plus jeunes en fait qu'au moment de leur départ. Après, ce qui est important, un défunt par exemple, un défunt qui a été sur Terre amputé, en médiumnité peut très bien apparaître avec
un bout de pied en moins, vous voyez, pour que le médium puisse dire « Oh là là, votre grand-père, il a été amputé ». Vous voyez, les défunts vont parfois utiliser des signes très distinctifs pour qu'on puisse en fait souligner. Et plus on donne d'informations, plus les familles sont satisfaites, plus je le suis aussi. Moi, ma plus belle réussite, vous savez, c'est lorsque les gens repartent avec le sourire, de redonner en fait le sourire aux personnes et que les personnes puissent dire bah voilà, là j'ai passé 3/4 d'heure avec ma fille, avec mon fils, avec ma mère, avec mon père. Ça a été notre moment en fait à nous où là, effectivement, j'ai une preuve de la survivance de l'âme. Ça, c'est mon plus beau cadeau. Vous pouvez communiquer avec des défunts qui ne parlent pas. Alors effectivement, c'est tout à fait possible de communiquer avec des défunts qui ne parlaient pas. Par exemple, le cas de bébés, d'IVG, de bébés morts-nés. Une âme, en fait, elle va communiquer. Il n'y a pas d'âge. Le bébé peut être parti à 6 mois de vie intra-utérine. Je vais avoir le dialogue, je vais avoir le langage, en fait. Je vais avoir des informations à transmettre aux familles. Des défunts qui ne parlaient pas français, effectivement, j'en ai. Et c'est d'ailleurs assez drôle parce que ces défunts-là vont parfois aller me transmettre un mot que je ne peux pas savoir, que je ne peux pas en fait connaître de leur langage. J'avais eu une dame décédée, une dame africaine. Ce contact avait été splendide. Sa fille était partie en France. Elle n'a pas pu rentrer au pays pour les obsèques de sa mère. Et sa maman a parlé un dialecte en fait africain, mais avec des mots « je t'aime, ma fille, je suis là », des choses que je ne pouvais absolument pas connaître. Elle a donné un merveilleux détail. Elle avait fait parvenir une robe blanche, une robe de mariée pour sa mère, pour que cette robe arrive au pays. Et sa mère lui avait tout de suite parlé de cette robe blanche, de cette robe de mariée. Personne ne pouvait savoir, vous voyez, cette info. Donc c'est assez drôle, les choses que j'ai pu vivre avec des défunts qui parlaient de leur vivant une langue étrangère. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des visions spontanées ? Alors, des flashs, oui, effectivement, ça, je vais en avoir tous les jours dans mon quotidien. Après, je ne suis pas connectée non plus 24 heures sur 24, mais ça m'arrive de mettre en garde mon mari par rapport à son travail, par rapport à des collègues de travail. Je suis la première, en fait, à le prévenir de telle personne qui est négative. Bien sûr, la vie de mes proches est très, très importante. Et lorsque je peux leur transmettre des informations pour les guider, je le fais. Donc oui, ça m'arrive de recevoir. Vous voyez, il y a quelques années, mon mari me présente un collègue à lui. Il me dit, un chef à lui, et il me dit, écoute, il est super. Ah, je lui dis, non, c'est une ordure, la pire ordure du monde. Et non, Virginie, tu te trompes, tu es très très dure dans tes mots. Et cet homme a été autodestructeur, enfin cet homme a été terrible pour mon mari, a été extrêmement en fait négatif. Donc vous voyez, 3-4 ans avant, j'avais déjà capté en fait l'aura de cet homme qui avait une aura extrêmement en fait négative. C'était vraiment quelqu'un de très 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 noir. Pouvez-vous nous raconter votre meilleur souvenir en tant que médium ? Alors effectivement, j'ai tout de suite cette histoire qui me revient en tête, qui a été merveilleuse, qui a été fabuleuse. Je me rends avec mon mari sur Bourges un vendredi soir pour faire un contact médiumnique, car j'interviens dans certaines associations d'aide au deuil. Donc le médium interagit avec les défunts, avec le public, pour transmettre des messages. Ça devait être, me semble-t-il, la première ou deuxième fois que j'allais dans cette association. Et je rentre en communication avec un jeune homme. Ce jeune homme, j'ai eu un contact avec lui aussi clair que je vous entends vous. Ce jeune homme m'emmène tout de suite sur une moto, tout de suite. Un peu, je dirais, comme, vous savez, les jeunes sur les jeux vidéo à vivre en direct, du 3D, enfin, écoutez, là, c'était ça. J'étais, en fait, sur la moto. J'ai vu l'accident. Donc, j'ai pu leur dire, votre fils est décédé d'un accident de moto. Je peux vous dire que la moto est tombée de ce côté. Elle a glissé, enfin, il m'a fait vivre en live, en fait, cet accident. Ce garçon me dit, regarde mon père droit dans les yeux. Dis-lui Bernard. Je transmets l'information. Le père me regarde et me dit « Je m'appelle Bernard, effectivement, je m'appelle Bernard.
ce cet homme, Olivier, hein, voilà, que je cite, Olivier me fait voir qu'il a un petit garçon. Son petit garçon est différent des autres. Il y avait un syndrome un doute à cette époque-là sur l'autisme, des choses mais extraordinaires. Ça a été un des plus beaux contacts que j'ai fait. J'en fais des très très beaux tout le temps. Vous voyez, là je rentre de Nantes, j'étais en conférence ce week-end à Nantes. J'ai fait des contacts merveilleux. J'ai capté une jeune fille, donc par le biais de son prénom, en salle, qui m'explique qu'elle est décédée de manière brutale. Elle me donne un prénom. Je transmets le prénom à sa mère. Sa mère, donc vivante, me dit « Madame, il s'agit de la femme qui a renversé ma fille. » Et la fille décédée me dit « Maman, moi, je ne suis plus en colère contre elle. » Enfin, vous voyez, je dirais que des messages merveilleux, j'en ai en fait tous les jours. Celui-ci, il a été extrêmement marquant par rapport à la... C'était tellement limpide ce qu'Olivier en fait me transmettait. C'était d'une clarté, cet échange, ça a été vraiment merveilleux. Le pire, évidemment, il y a toujours le pire. On vit toujours parfois quelque chose de compliqué. J'étais encore en police. J'alternais police et médiumnité donc sur mes jours de repos. Et je reçois ce jour-là une femme, enfin une mère et sa fille, qui viennent dialoguer avec le fils décédé. Et mon guide, on a tous un guide, hein, mon guide me dit de ne pas faire le contact. Bon, moi, têtue, je décide de faire le contact. Hein. J'ai cette mère et cette sœur en face, endeuillée, en tristesse, en demande. Donc, je décide de faire le contact. Et ce fut extrêmement violent. Ce jeune homme me fait voir un immeuble, un rez-de-chaussée. Vous voyez, j'avais 3-4 marches et je voyais une porte d'appartement. J'entendais beaucoup d'insultes, énormément d'insultes. Et après, j'ai la vision de toilettes publiques. Je le vois allongé dans des toilettes publiques. Donc, je transmets toutes ces informations-là à la famille et la maman et la sœur me disent, écoutez, le dernier contact qu'on a eu, la mère me dit, mon fils est venu frapper chez moi pour avoir de l'argent, pour acheter de la drogue. J'ai refusé en fait de l'aider à se droguer, donc j'ai refusé de lui donner de l'argent. Il m'a insulté de tous les noms. J'habite bien un rez-de-chaussée, vous montez 3-4 marches, ma porte d'immeuble, d'appartement est là. Et mon fils était retrouvé décédé dans des toilettes publiques, en fait, madame. Donc, vous voyez, tout correspondait, mais il était encore, ce garçon, dans une colère, il n'était pas en paix. Là, j'ai eu cette sensation pendant le contact, vous savez, comme si quelqu'un passe à côté de vous, quelqu'un vous effleure. Et j'ai eu en fait cette sensation. J'ai eu très mal en fait au ventre. Quelques jours après, j'ai été hospitalisée sur un de mes organes. Est apparu en fait des griffures. Donc là, vous voyez le médecin, point d'interrogation. Je ne sais pas. Des griffures sont présentes au niveau d'un organe. Je ne sais pas à quoi cela est dû en fait, madame. C'était dû tout simplement à une incorporation. Donc je suis aujourd'hui très vigilante dans les contacts que je fais et je travaille main dans la main avec mon guide. Ai-je déjà utilisé mon don en fait pour ceux de ma famille? Alors oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est assez récent. Enfin, ça date de l'année dernière. J'ai ma fille qui passait son bac blanc de français. Non, ce n'était pas son bac blanc, c'était son bac de français. Donc ma fille me fait voir les textes, tous les textes qu'elle a eu à travailler sur l'année. Et donc, je regarde les textes et je demande un petit coup de pouce. Est-ce que c'est possible qu'on me fasse voir le texte? Et là, le flou total. Normal, c'est pour les miens. Quand c'est pour les miens, c'est parfois un peu plus compliqué. Et je dors. Je ne dors pas. Je pense que j'ai fait un voyage astral cette nuit-là. Et le texte me revient devant les yeux de manière très claire. Je savais que c'était ce texte-là par rapport au dessin, en fait. Vous voyez qu'elle avait dû dessiner, en fait, dessus. Ce texte m'arrive devant les yeux, je le vois presque voler en fait devant mes yeux. Je me réveille le lendemain et je lui dis, écoute Léana, tu vas tomber sur ce texte-là au niveau de ton bac de français, travaille-le. Et en fait, ma fille m'envoie un message l'après-midi en me disant, maman, top, maman, je suis tombée sur ton texte. Donc voilà, parfois effectivement, ça peut aider. Ce n'est pas de la triche, c'est aider. Une séance insolite ou une demande étrange d'un client. Alors, il y a eu effectivement une demande qui a été très étrange, mais ça a été aussi quelque chose de fort. J'ai un couple qui se présente chez moi, donc avec leurs photos de défunts.
Et le monsieur me montre une photo. Donc il sort une photo de sa pochette. Il me la pose sur mon bureau et ce monsieur me dit: Madame, ma fille est vivante, je souhaite un contact avec elle. Donc ça a été Audrey qui a le syndrome de Rett, avec qui j'ai pu communiquer. Donc ça, vous voyez, ça a été une demande, je dirais, insolite, enfin vraiment quelque chose où j'ai halluciné. Non mais attendez monsieur, moi je communique avec les défunts, je communique pas avec les vivants. Mais vu que j'aime les challenges, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, donc j'aime le challenge. Et du coup, j'ai décidé de le faire, de le vivre. Et ça a été magique puisque j'ai pu effectivement publier dans mon second livre un chapitre sur le contact avec l'âme des vivants. Et j'ai pu aider d'autres familles avec des enfants handicapés, des enfants autistes, à permettre en tout cas que les parents les comprennent et que soient compris en fait par les parents. Donc ça a été quelque chose de merveilleux. Mais pour moi d'insolite effectivement quand ce monsieur m'a fait cette demande. Est-ce que votre don a permis d'élucider la mort mystérieuse d'une personne? Alors effectivement, vous voyez, j'ai reçu une maman qui avait perdu son fils, plein de points d'interrogation. On a retrouvé son fils décédé en bas en fait d'une falaise. Pour la maman, mais qu'est-ce qui s'était passé? Quelqu'un l'a poussé, il a trop bu, il s'est jeté. Quelle a été la véritable cause, la véritable raison? Puis vous savez, à cet âge-là, il va avoir une vingtaine d'années, à cet âge-là, les jeunes, ils vont boire, ils vont être dans un état, voilà. Ils ne vont pas avoir envie de raconter forcément que le copain était très défoncé. Enfin voilà, c'est compliqué. Et ce contact avec ce jeune homme nous a permis de comprendre les circonstances exactes. Effectivement, il était ivre une soirée avec ses copains. Il s'est levé, il a voulu aller aux toilettes, enfin il a voulu faire pipi et en fait il est tombé en fait de la falaise, il faisait nuit, il a titubé, il est tombé de cette manière, personne en fait ne l'a poussé. Et voyez, pour la maman ça a été important de pouvoir comprendre en fait les choses, voyez, de pouvoir se dire c'est un accident en fait que mon fils a eu. On comprend plein de choses sur les derniers instants en fait de nos proches. C'est rare que j'ai un défunt qui soit triste de son départ. Vous voyez, ça peut vous paraître fou, mais c'est vraiment rare. Les défunts, eux, ont cette facilité, eux nous voient et nous entendent. Donc je dirais que vous allez avoir une vision en fait des choses, vous allez voir vos proches, vous allez voir vos obsèques, mais vous avez vous aussi en tant qu'âme des choses en fait à vivre. Vous voyez, vous n'êtes pas non-stop en fait derrière eux. Vous n'êtes pas non-stop en fait derrière eux. Donc vous voyez, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que l'âme, elle n'est pas en fait dans la peine ou dans la tristesse. Une fois, j'ai eu une jeune fille décédée qui est partie mais c'était plus un appel au secours. C'est un appel à l'aide. Vous voyez, et elle m'a dit en médiumnité, tu sais, moi j'avais pas envie de partir. J'ai téléphoné avant de partir parce que j'avais pris des cachets. Ils m'ont raccroché au nez. Donc effectivement, il y avait une procédure qui était en cours contre un hôpital puisqu'elle avait pris des cachets, elle avait appelé à l'aide et le soignant qu'elle a eu au téléphone lui a rétorqué quelque chose de pas sympa en fait et elle n'a pas été écoutée. Et du coup, elle est décédée, cette jeune femme. Donc elle, oui, vous voyez, elle a été quand même dans cette frustration de se dire, moi je voulais pas partir, mais je suis quand même partie, j'ai pas été entendue. Alors, certains clients sont-ils devenus accros à vos séances? Alors, effectivement, au début, en fait, certaines personnes avaient pour habitude de revenir régulièrement. Je ne suis pas pour. Au début, c'est moi qui gérais encore les appels téléphoniques et je me rappellerai toujours d'une de mes consultantes qui change de voix. Mais je dis, mais je vous reconnais, vous êtes venue il y a peu de temps. Oui, Virginie, j'ai changé de voix, j'avais peur que vous ne vouliez pas que je revienne. Effectivement, j'ai pas envie que vous reveniez. Il ne faut pas revenir en fait systématiquement. Vous voyez, une séance médiumnique, vous pouvez très bien en vivre une fois dans votre vie. Vous voyez, être en accord en fait avec ça. Vous dire, ok, moi j'ai vécu en fait l'expérience, ça m'a plu, ça m'a aidé dans mon travail de deuil. D'autres ont besoin en fait de revenir pour que ce soit des rendez-vous tous les 2 ans, tous les 3 ans. Vous voyez, il faut que ça s'espace aussi après avec le temps. Mais revenir en fait en continu, c'est pas bon. C'est ce que certains charlatans vont faire. Vous voyez, moi j'ai le cas d'une maman qui m'a expliqué être en lien avec une pseudo-médium. Cette pseudo-médium lui disait
Oh, vous savez, j'ai votre fille, elle est assise au-dessus de mon armoire, hein. Elle veut absolument que vous reveniez en rendez-vous. Non mais non quoi, stop, faut arrêter. Faut arrêter, c'est pas vrai, c'est pas quelque chose qui est possible. Donc non, faut vraiment faire très attention. Et je vous dis limiter. On peut très bien en faire qu'une dans sa vie, comme en faire en fait de manière occasionnelle. Il ne faut pas devenir accro aux séances de médiumnité. Avez-vous déjà dû mettre fin à une séance? Pourquoi? Oui, j'ai déjà dû mettre fin à une séance par rapport à un homme qui est venu en séance médiumnique avec son ex-femme pour communiquer en fait avec leur fils décédé. Le père est venu dans un état d'esprit, je ne voulais pas y croire, je ne veux pas y croire. Vous voyez déjà dans cette fermeture en fait d'esprit. Bon après attention, j'ai beaucoup de cartésiens qui viennent, ça ne me dérange pas. Là le père était dans une colère, vous voyez, par rapport au décès de son fils. Il est rentré dans une colère ce monsieur. C'est n'importe quoi, il a explosé en fait sa tristesse, sa rage. Donc oui, j'ai mis fin en fait à la séance. Je lui ai demandé de quitter en fait mon bureau et que c'était hors de question de faire une séance dans ces conditions. Mais cette colère en fait chez lui était trop là, trop présente. Mais pour moi, voilà, c'est dû aussi aux circonstances du décès de leur fils. Avez-vous réussi à faire changer d'avis quelqu'un qui ne croyait pas en votre don? Oh que oui, et ça pour moi c'est vraiment une réussite. Je reçois donc parfois des cartésiens qui viennent. Bon, moi je viens madame parce que j'y crois pas, mais on m'a dit que il fallait que je vous voie. Et ces gens-là, effectivement, en 5-10 minutes, ils vont être en pleurs. Parce qu'ils vont se dire mais comment elle peut savoir ça? Vous voyez, j'avais reçu une famille il y a quelques années et un des garçons, mais super sympa, très franc, mais très sympa, m'avait dit écoutez madame, ce sont des conneries, moi je n'y crois pas, je viens avec mon frère, ma belle-sœur, ma femme, je ne crois absolument pas en ce que vous faites, mais pas du tout. Et je lui avais dit mais écoute, déjà c'est très bien que tu sois là. Je vais essayer en tout cas de te faire changer d'avis. Et vous voyez, j'étais partie dans ma séance et 10 minutes après, j'entends un bruit parce que j'étais vraiment partie dans mon contact d'âme à âme. Et là, j'entends pleurer. Je dis oh, je rouvre les yeux, je le vois en pleurs. J'ai été extrêmement touchée parce qu'il était tellement cartésien. Je ne veux pas y croire, c'est pas possible. Et sa maman a pu transmettre des choses comme il m'a dit, des choses hallucinantes en fait que seule elle et moi pouvaient savoir, et vous, madame, vous venez me les donner, ces informations-là. Comment vous pouviez savoir que je suis née avant terme? Comment vous pouviez savoir ça? Vous avez vu aujourd'hui ma carrure, ma taille, c'est impossible. Mais des petites choses, des choses comme je dis parfois hallucinantes, des détails qu'on ne peut pas en fait inventer. Quand on va voir un médium, donc j'ai expliqué tout à l'heure, on ne donne pas son nom de famille, on ne va pas dialoguer avec le médium par le biais des réseaux sociaux. Maintenant, les gens mettent leur vie sur les réseaux sociaux, ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils vont faire. Enfin, quand on va voir un médium, on ne met aucune... Enfin, on essaye de ne pas l'avoir en ami. On ne va pas dialoguer avec lui par le biais des réseaux sociaux. Ça, c'est le côté malsain, effectivement, des réseaux sociaux. C'est que tout le monde peut savoir des choses sur tout le monde. Et il faut vraiment y aller dans la plus grande discrétion possible, dans l'anonymat en fait possible. Vous êtes très demandé, comment cela se fait-il qu'autant de gens aient besoin de consulter des médiums? Alors la médiumnité aujourd'hui, comme je le dis, ça aide, ça apporte des preuves de la survivance de l'âme. On a besoin de savoir si notre défunt est bien, ce que notre défunt voit, ce que notre défunt pense, ce que notre défunt a pensé en fait de sa vie sur Terre. Donc oui, les gens s'ouvrent quand même un petit peu plus à la médiumnité. J'ai la chance effectivement d'être très demandée. Bon, après, je fais aussi beaucoup de conférences médiumniques publiques. Donc là, c'est des associations dans lesquelles j'interviens, ou alors par chez moi, des salles que je loue, où j'interviens en fait en tant que médium, pour faire vivre surtout au public des expériences médiumniques. Ça, c'est quelque chose qui est très très intéressant. Les gens aiment beaucoup. Est-ce que toutes les âmes sont joignables? Alors pour moi, effectivement, toutes les âmes sont joignables, peu importe en fait la croyance que le vivant a eue sur Terre. L'âme, si elle doit venir, en fait, elle vient, tout simplement. Alors parfois, attention, vous avez certaines âmes qui n'ont pas envie de communiquer avec certains médiums. Vous voyez, moi, ça m'est arrivé de recevoir des parents qui avaient fait pas loin de 400 km pour venir dialoguer avec leur fille.
Pour elle, c'était hors de question que de communiquer avec moi. J'étais une femme, ça ne lui plaisait pas. Elle choisissait en fait un canal masculin. Ça a été évidemment frustrant pour ces gens qui font 800 km aller-retour dans la même journée et de ne pas avoir le contact en fait avec leur enfant. Et tout de suite, voilà, je leur ai dit, je suis désolée, le contact ne pourra pas se faire. Elle ne veut pas communiquer en fait par mon biais. Et la maman me dit en partant, vous savez, madame, je ne vous en veux pas. Ma fille n'aimait pas les femmes. Ma fille a toujours vécu dans un milieu très masculin, elle n'avait pas eu de copines femmes. Et donc voilà, je ne suis qu'à moitié en fait surprise. Je suis quelqu'un d'honnête et je ne vais pas dire aux vivants ce qu'ils ont envie d'entendre. Parfois, les vivants se font remonter un peu les bretelles par leurs défunts. Et voilà, on vient dans une séance, on est prêt à tout entendre. Si on n'est pas prêt à tout entendre, on ne prend pas rendez-vous avec un médium. Quelle expérience paranormale avez-vous vécue qui vous ont marqué ? Vous savez, des expériences paranormales, je dirais que j'en vis tous les jours. Chaque histoire, en fait, me marque. Parfois, j'hallucine sur la précision que les défunts peuvent transmettre, en fait, vous voyez, à leur famille. C'est parfois assez hallucinant. Donc, je vis dans un monde paranormal, en fait, tous les jours. Et j'ai même été très, très choquée, en fait, l'autre jour. J'ai une amie qui m'envoie un message qui me dit « Regarde ce qui existe ». Et je vois pour enfants, mais pour les 8-10 ans, des tables Ouija. Ils vendent ça, en jeu des tables Ouija. Puis je me suis dit, mais c'est quand même du grand n'importe quoi. Mes enfants, je leur ai toujours dit que je ne vous surprenne jamais en train de jouer avec un verre, en train de faire du spiritisme, parce que ça peut être effectivement très grave, avoir des conséquences très graves. Une amérante qui va venir, qui va s'accrocher à cet enfant qui peut être habité, qui peut être possédé. Enfin, vous voyez, ça peut quand même aller très loin. Donc, évitez de jouer en fait avec le spiritisme. Est-ce que les défunts peuvent passer des messages à travers l'électronique, radio, TV ou faire bouger des objets comme dans les films ? Alors, il ne faut pas trop qu'on regarde la télé, qu'on compare non plus la médiumnité au film. Mais ça, c'est tout à fait possible. Moi, j'ai été réveillée en pleine nuit par une jeune fille décédée la veille au soir. Donc, je fais un contact avec ses parents. Une jeune fille charmante, adorable, Pauline. Et je suis réveillée en pleine nuit par une caresse en fait sur ma joue. Réveil en sursaut. Mes enfants dormaient, mon mari dormait. Mon chat était à l'extérieur. Donc vous voyez, on aurait pu se dire, c'est la queue du chat en passant qui va effleurer, qui va faire que. Eh bien là, en fait, absolument pas. Et donc, je ne vais pas vous dire que j'avais une super connexion à 3h du matin. Et effectivement, je visualise rapidement cette jeune fille à côté de moi. Bon, je me rendors. Et le lendemain, je reçois un message de la maman. Encore merci pour le contact avec Pauline. Attention, il se peut que Pauline vienne vous remercier. Elle l'a déjà fait en fait auparavant avec d'autres médiums. Donc là, effectivement, je lui ai envoyé un message en lui disant que ça avait été fait. J'étais réveillée à 3h du matin par une caresse de sa fille sur ma joue. Donc oui, quand ils veulent se manifester, ils le font. Ah oui, alors ça avait été très intéressant aussi. En fait, j'ai 2 sonnettes, une sonnette de porte d'entrée et une sonnette de porte extérieure. J'ai un portail extérieur. Mon mari avait installé une sonnette au niveau du portail, une sonnette qui fonctionne uniquement avec des piles. Vous savez, c'est un boîtier raccordé sans fil, hein. Un boîtier donc, qui était situé dans la salle, donc le boîtier où on entend le son, et la petite sonnette collée en fait au niveau du portail. Et ce soir-là, on a un son anormal qui retentit. Ce n'était pas la sonnette d'entrée, ce n'était pas le bruit de la sonnette d'entrée. Et donc, je me dis, c'est vraiment étonnant, mes enfants prennent peur. Mais qu'est-ce que c'est que cette sonnette ? Et donc, je dis à mon mari, regarde au niveau du boîtier, mais normalement, il n'y a plus de piles en fait dedans. Et effectivement, il n'y avait plus de piles à l'intérieur. Et c'était un jeune défunt qui était déjà là, et les parents étaient présents en fait le lendemain pour pouvoir communiquer. Donc oui, quand ils veulent intervenir, en fait, ils interviennent. Arrivez-vous à maintenir votre équilibre émotionnel en étant tous les jours confronté à la mort et au deuil ? Alors oui, tout à fait, j'ai la chance d'avoir une famille aimante, que ce soit mon mari, mes enfants, ma mère, mon frère, ma belle-sœur, mes belles-sœurs. J'ai cette chance d'avoir un équilibre familial extrêmement sain. Vous voyez, au début, mon mari ne croyait absolument pas en fait en la médiumnité. Et il a fallu, j'ai décidé de lui prouver un soir, je faisais la vaisselle et j'ai tout de suite eu sa grand-mère décédée à côté de moi.
Et donc les informations que j'ai données à mon mari, je ne pouvais pas les connaître parce que je n'avais pas eu de lien encore avec sa famille. Il ne m'avait pas présenté encore sa famille. Donc, vous voyez, ça ne pouvait pas être quelqu'un qui ait pu dire oui, mais tu as su pour ma grand-mère, par le biais de ma mère, par le biais de mon père. Donc, j'avais eu contact avec personne de sa famille. Et donc, je faisais ma vaisselle, donc mon mari était là. Et je lui dis, mais écoute, ta grand-mère, il y a telle chose, telle chose. Et là, en fait, il a été choqué par les vérités que j'ai pu lui apporter par rapport à sa grand-mère. Je me suis toujours demandé si ce genre de personne finissait par se persuader de leur pouvoir utopique ou si elle était consciente de ce mensonge à l'image d'un gourou. Alors moi, cette personne, je l'inviterais à venir vivre une de mes séances médiumniques publiques. D'accord ? J'ai 320 personnes en fait en salle, donc je ne suis pas persuadée de mensonges puisque je suis persuadée des messages que les défunts en fait vont transmettre. Vous voyez, faut le vivre en fait pour le croire. Vous voyez, tout simplement. Donc se persuader, bah oui, mais c'est pas un mensonge, c'est une réalité. Mais là, il n'y a plus rien, il n'y a plus l'image. Ah, peut-être un défunt. Ils n'aiment pas les questions méchantes et du coup ils font bugger. Non mais c'est un Jackie là, je t'ai dit tout à l'heure, il y a un Jackie, J, là, un monsieur décédé qui a un grand J qui est là depuis tout à l'heure. Qui a un lien avec Lyon autour de vous ? Lyon ? La ville de Lyon, ouais. Moi j'ai vécu à Lyon pendant 3 ans. Ok, donc c'est vous alors. Il y a Lyon qui apparaît écrit sur vous. Ça va, ça fait flipper. J'ai l'impression d'entendre Hugo. J'ai mon fils qui doit avoir... Vous avez quel âge ? 21. Ouais, bah, Hugo il a 21. Et j'ai l'impression que j'ai entendu... Ouais, ça fait flipper. J'ai l'impression d'entendre notre fils qui a 21 ans. Pareil. Hugo qui est venu me voir en séance médiumnique, il m'a fait rire parce que Hugo il n'avait pas assisté depuis très longtemps. Et la première fois qu'il a assisté, je l'entends dire « Wesh, comment a fait ma mère ?» La lecture à froid et à chaud sur des personnes sont souvent faites par des mentalistes. Donc attention aux personnes qui prétendent parler avec des défunts. Pas évident de faire la différence entre le vrai et du faux. Pourquoi demande-t-elle à chaque fois le prénom des défunts ? Elle n'a qu'à leur demander directement « Je suis sceptique ». Alors effectivement, moi j'ai été confrontée à un mentaliste dans mon premier livre, donc de Flic à Médium. J'ai voulu cette confrontation prouver au mentaliste que moi je n'étais pas mentaliste. Donc je lui ai fait vivre une séance médiumnique, donc pas avec ses défunts à lui, avec une personne qui a accepté de jouer le jeu en fait. Il a été très sympa. Bon, lui, il reste quand même sur son truc sur ses idées de mentaliste. Mais il a vu en fait que j'étais de bonne foi, que je ne trichais pas, parce que moi, le vivant, je m'en occupe pas. C'est-à-dire qu'en médiumnité, je ne vais pas vous regarder dans les yeux, et ça je le dis à mes consultants dès le début, je ne suis pas mentaliste, donc je ne vais pas vous regarder dans les yeux. Vous voyez, j'ai parfois besoin de fermer les yeux, de mettre ma main comme ça. Le vivant ne m'intéresse pas. Je ne veux pas aller chercher des informations chez le vivant. Tiens, il pleure, on est dans le mille, ou non, vous voyez, je ne veux pas voir en fait le vivant. Donc le prénom, alors effectivement, parfois, écoutez, les défunts se présentent avec leur prénom. Parfois avec uniquement la première lettre en fait du prénom. Donc je ne demande pas systématiquement le prénom des défunts aux consultants. Ce ne sont pas les morts qui communiquent, mais le monde invisible qui se fait passer pour les personnes défuntes. Alors moi je ne suis pas d'accord avec ça, parce que ce sont vraiment les défunts qui sont là. Moi je le vis évidemment au quotidien, mais voyez par exemple dans mon bureau, je vais prendre l'exemple quand il n'y a pas le chauffage qui est mis, on va avoir la différence. Je peux laisser la fenêtre ouverte parce qu'on va se dire ils sont à 3 dans le bureau, il y a la chaleur du corps qui fait monter la température. Non, pas forcément. Ça, c'est des petits signes, vous voyez, qui vont prouver un petit peu, vous voyez, la présence des défunts. Moi, j'ai fait appel également à une équipe qui s'appelle Ghost Answers, avec qui j'ai travaillé pour l'écriture de mon 3e livre, pour aller dans cette fameuse maison hantée. Et là, les filles ont des appareils pour détecter, vous voyez, les présences. Donc, vous voyez, je ne pense pas que ce sont les filles qui ont utilisé leur machine. Enfin, voilà, on a vraiment apporté des preuves scientifiques, de la présence d'esprit en fait dans cette maison hantée par leur biais. C'est une association très sérieuse montée par un groupe de nanas super sympa
qui sont fans en fait de tout ce qui est maison hantée, lieu hanté. Enfin voilà, ils font ça très très régulièrement. Donc avec leur appareil, on a pu détecter les présences des défunts enregistrés. Enfin, on a vraiment apporté plein de preuves. Alors, c'est fou comme l'être humain est égoïste. Aimer, c'est laisser partir ceux qu'on aime. C'est le plus bel acte d'amour. Je l'ai vécu, dirait une personne que j'aimais énormément, de se laisser partir, de ne plus lutter. Ça m'a crevé le cœur, mais grâce à mon attitude, cette personne est partie en paix. Alors effectivement, ça c'est important par rapport à cette jeune femme, à ce qu'elle a fait. Malheureusement, tout le monde ne le fait pas. Tout le monde ne peut pas, on n'a pas les moyens d'accompagner en fait son défunt jusqu'au seuil de la mort. Hein. Et c'est important de les laisser partir. Vous savez, hein, y a quelque chose parfois qui m'agace quand on me dit « Oh mais les morts, faut les laisser dormir ». Ben non, parce que les défunts, ils sont bien plus éveillés, en fait, que certains vivants. Donc eux, en fait, les morts ne dorment pas. L'âme, elle est toujours, en fait, active. Qu'est-ce qui nous fait dormir? C'est notre foutu corps physique, en fait, qui nous fait dormir. L'âme, elle est en action, en fait, perpétuelle. Donc ça, c'est important aussi, de faire la différence. Qu'est-ce qu'on va avoir dans un cimetière? C'est un corps qu'on va avoir. Un corps troisième dimension, un corps physique, basta, c'est tout. L'âme, en fait, c'est le plus important. L'âme, c'est l'essentiel. Okay. Alors, effectivement, ça a bugué, hein, donc je pense que ça peut être des défunts présents qui interviennent dans cette pièce. Donc voilà, c'est pour ça que vous m'avez vu avec l'ordinateur sur les genoux, puisqu'on a eu un gros bug, et très certainement la visite d'un défunt de Paulin. Avez-vous un message à faire passer concernant votre profession, les clichés au sujet des médiums, vos projets, etc. Alors effectivement, je dirais que le message à faire passer, c'est déjà de vivre une séance médiumnique avant d'aller critiquer. Que l'humain, en fait, se remette quand même un petit peu parfois en question. Que ses sentiments d'amour et de bienveillance prennent le dessus, en fait, sur la jalousie. Ça, c'est important, vous voyez. Je ne vous dis pas de vivre non plus dans le monde des bisounours, mais si chacun pouvait faire un effort dans sa gentillesse à l'égard d'autrui, ce serait déjà un grand pas, en fait, pour l'humanité. Un très grand pas. Ben écoutez, un grand merci aussi à vous de m'avoir reçu. Ça a été un plaisir de faire cette interview sans tabou. Ceux qui me connaissent de toute façon le savent, j'ai pas de filtre. Même en médiumnité, quand j'ai quelque chose en fait à dire, je le dis. Je suis la première à faire la guerre en fait aux escrocs. Donc voilà, moi j'ai pas de filtre, il y a pas de, je ne connaissais pas les questions avant et c'est ce que je vous avais dit, je ne voulais pas connaître en fait les questions, je ne voulais pas préparer en fait cet échange et vraiment voilà que les personnes puissent, de par ce que vous venez d'entendre, puissent s'ouvrir un peu plus et de se dire oui ok, je vais peut-être voir la mort en fait différemment et je ne vais pas les condamner en fait un médium sans l'avoir en fait vécu. C'est haineux, c'est qu'ils ont eux un travail à faire sur eux pour autre chose. Hein. La colère, elle est ailleurs. En tout cas, un grand merci à vous pour votre sérieux. Merci beaucoup.